Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Tout de suite, le sommaire. Plusieurs jeunes gens se marient de nos jours sans avoir passé les examens prénuptiaux. Au nom de l'amour, ils préfèrent s'unir sans évaluer les conséquences qu'un tel comportement peut avoir sur leur vie conjugale. Pourquoi passer les examens prénuptiaux? La réponse dans un instant. Les jeux vidéo ont la réputation d'être violents et déprimants. Pourtant, de récentes études montrent qu'ils améliorent les capacités cognitives différentes selon le type de jeu. L'écrivain au lecteur, le livre passe par les soins attentifs de plusieurs corps de métier dont l'édition. Être un éditeur, un métier qui nécessite des conditions particulières. Un spécialiste en parle. La période de fin d'année rime avec les célébrations de mariage. La grande majorité des unions débutent sans aucune préparation formelle. Le mariage appelle certaines obligations, conditions et formalités à remplir avant de se dire oui. Au nombre de ces formalités, il y a le certificat prénuptial dans lequel il est mentionné le résultat des analyses médicales des futurs mariés. En quoi consistent ces examens et pourquoi le législateur béninois l'exige? La réponse dans ce reportage. Partie intégrante des conditions de forme du mariage, le certificat prénuptial constitue une pièce capitale à fournir et la condition sine qua non avant la célébration de tout mariage civil au Bénin. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une disposition légale contenue dans le Code des personnes et de la famille. L'article 127 du Code des personnes et de la famille, c'est bien dedans. La loi dit les deux doivent se communiquer le résultat. La deuxième partie là est très importante. Donc, il ne suffit pas de faire ces examens médicaux que nous appelons certificat prénuptial, mais aussi les deux époux doivent se communiquer les résultats. Ces examens prénuptiaux concernent par exemple les hépatites, au nombre des maladies et surtout le groupe sanguin. Ils doivent savoir s'il y a des incompatibilités. Ces éventuelles incompatibilités qui résultent du bilan prénuptial ne visent pas à empêcher l'union des futurs conjoints. La législation béninoise reste limitée. À ce propos, les avis sont divergents. Il faut voir l'avenir en fait. Il ne faudrait pas exposer les enfants et même ma santé à moi et celle de mon mari. Il ne faudrait pas vraiment. Bon, on peut toujours être compatible avec quelqu'un d'autre après. Je ne prends pas de risques. Je vais le faire prendre les risques. À cet stade de la relation, je ne pense plus rebrousser chemin. Rebrousser chemin avant qu'il ne soit tard serait la décision responsable. S'entêter au nom de l'amour comporte d'énormes risques pour les futurs époux. Il y a eu un cas comme ça où les époux étaient incompatibles, pas par le sida, mais incompatibles par les analyses sanguines. Et on a constaté que si le couple se mariait, ils ne feront que des enfants mongols, des enfants malades, mal formés. Comme ils sont tous d'une religion, ils ont décidé de ne pas se traiter et ils se sont mariés quand même, d'accord, en disant que Dieu fera. Mais successivement, tous les 3 enfants qu'ils ont eus, c'était des enfants malades. La femme est décédée et l'homme aussi est décédé par la suite. Et s'ils avaient peut-être accepté de se quitter pour refaire un autre lien de mariage avec d'autres, peut-être que ça, on n'en arriverait pas là. C'est très important de suivre les indications, je peux dire, du certificat prénuptial. Des examens en amont pour jouir pleinement de son mariage. C'est une bonne démarche pour préserver sa santé, celle de ses progénitures, ses revenus, voire la stabilité de son couple. Souvent diabolisés dans un monde où le numérique prend plus d'ampleur, les jeux vidéo sont considérés aujourd'hui comme une source d'effets négatifs sur ceux qui s'y adonnent. Mais de nos jours, plusieurs études prouvent que les jeux vidéo présentent plutôt de nombreux avantages sur le plan sanitaire, intellectuel et autres chez le joueur. Jeux vidéo, avantages et inconvénients, c'est un reportage de Josué Sosa. Jouer aux jeux vidéo est une source d'inspiration pour Raoul.
Une nécessité pour atteindre son objectif, celui de devenir un footballeur professionnel. Et pour réaliser ce rêve, il crée ce centre de jeu. Le but visé par ce jeune est de se divertir tout en copiant quelques techniques du football qu'il met en pratique dans la vraie vie. En réalité, j'aime jouer le football. D'abord, la personne qui m'a inspiré pour le football, c'est Cristiano Ronaldo. C'est l'idée du football qui m'a conduit vers l'ouverture d'une salle de jeu. Les jeux m'amènent à me surpasser dans la vie active. En jouant, je tire des choses du jeu et qui, grâce au travail, j'essaie de les pratiquer. Jouer aux jeux vidéo présente aujourd'hui de nombreux avantages comme stimuler la réflexion, apprendre la stratégie et l'habileté. Tout jeu vidéo est construit sur le principe de la persévérance. Ça amène l'apprenant ou bien celui qui s'adonne à ce jeu à avoir la capacité de franchir des étapes. Donc ça demande de lui de résoudre des problèmes. Cela fait qu'il est obligé de chercher des solutions par lui-même à un problème qu'il rencontre sur le jeu. Et donc c'est des obstacles que le jeu lui présente. Donc le jeu peut améliorer la capacité de cognition et donc l'aspect intellectuel des sujets. Dans la vie active, ça peut amener l'individu à avoir une motivation soutenue dans la perspective d'atteindre un résultat. En dépit de ces avantages, les jeux vidéo peuvent également être source d'inconvénients en cas de dépendance ou d'addiction. Lorsque le joueur ne sait pas sélectionner les moments de distraction, ça peut concourir à d'énormes pertes de temps. Et surtout pour les jeunes, ils délaissent les activités scolaires et pédagogiques et ça peut entraîner la baisse du rendement, et l'échec scolaire, parfois le décrochage ou même des comportements délinquentiels ou antisociaux. Parce que la violence ou bien les différents scénarios qu'on observe dans le jeu peuvent, n'est-ce pas, soumettre le sujet à des conduites qui l'amènent à développer de la violence, qui l'amènent à développer de l'agressivité, qui l'amènent à développer les conduites suicidaires. Il faut jouer, il faut modérer et il faut choisir les types de jeux qui puissent participer à la construction de la personnalité de l'apprenant. C'est en cela que les adultes et les parents qui s'y connaissent doivent intervenir et accompagner le jeune dans le choix et dans les moments de jeu. S'il est vrai que la pratique des jeux vidéo est saine et ludique pour 95% des joueurs, il est essentiel de faire attention à ces risques sur la santé du joueur. Il est un interlocuteur de l'écrivain, le plus proche d'ailleurs. L'éditeur est en quelque sorte un professionnel du livre dont la fonction est d'encadrer la sortie d'un ouvrage en veillant aux différentes étapes de sa conception. Il est considéré à la fois comme un lecteur et un promoteur du livre. Ce travail nécessite un savoir-faire particulier. Anissé Meigbeto est éditeur. Il nous parle de son métier. Un éditeur de livres, c'est quelqu'un qui, en réalité, a une formation littéraire de base, d'accord, et qui a complété cette formation littéraire par une formation d'éditeur, c'est-à-dire de gestion d'une maison d'édition. Voilà celui qu'on peut appeler un éditeur. Les normes pour se faire appeler éditeur. Il faut avoir un registre du commerce, il faut avoir un numéro IFU et être en règle avec le fixe. L'écrivain, en réalité, ne devrait pas avoir une relation directe avec l'imprimeur sans passer par l'éditeur. Parce que c'est l'éditeur qui a reçu la formation nécessaire pour savoir dans quel format un livre peut être fabriqué, quelle image de couverture proposer, quel titrail proposer. L'écrivain finit d'écrire, c'est l'éditeur qui fait le livre. Quand il finit d'accoucher toutes ces idées, il a le génie, c'est vrai. Mais il y a aussi un travail éditorial au niveau de l'éditeur qui part déjà du titre, du contenu, la forme. Est-ce qu'il faut orienter l'ouvrage vers le genre roman, le genre nouvelle, le genre conte, le genre essai, le genre théâtre, et ainsi de suite. C'est un travail d'éditeur. L'éditeur est là pour veiller à ce que l'ouvrage puisse respecter ces normes-là indiquées.
Rendons-nous à présent à Limbé, une ville touristique camerounaise située à 60 km au sud de Douala, au bord de l'océan Atlantique et au pied du mont Cameroun. La langue locale officielle de cette localité est l'anglais et l'architecture locale témoigne encore de la colonisation britannique. Le jardin botanique de Limbé est l'une des principales attractions de cette ville ainsi que les chutes d'eau au pied du mont Cameroun. Reportage. Carrure puissante, déplacement leste et acrobatique, c'est le spectacle que ces gorilles, chimpanzés et singes offrent aux 2500 visiteurs par mois de ce parc zoologique de réhabilitation des orphelins et victimes de braconnage. Une population de 350 animaux sur une superficie de 4 hectares au cœur de Limbé. C'est toujours un peu le gorille qui quand même fait l'unanimité, mais c'est vrai qu'ils sont aussi intéressés par le crocodile qui est quand même maintenant assez imposant et les chimpanzés parce que les chimpanzés font toujours plein de bruit, donc les gens adorent les regarder. En face, le jardin botanique, lui, distille la fraîcheur de ses multiples espèces d'arbres, jardin public, fleurs naturelles et une rivière dont les eaux limpides font leur course vers l'océan Atlantique. C'est la plage appelée Down Beach, objet de toutes les attractions, qui est le trait d'union entre la mer et la côte de Limbé. Une stèle rappelle que le missionnaire Alfred Sacker est le fondateur de Victoria, nom d'origine de Limbé. Depuis les gradins du stade omnisport d'Nguémé, le regard se pose à la fois sur la raffinerie pétrolière en pleine mer et sur le mont Cameroun, haut de plus de 4 km à Bouya. Le char des dieux est resté voilé par les nuages pendant notre séjour de reportage, mais il sera à coup sûr le point d'attraction majeur pendant le Chan, si les visiteurs ne se trouveront pas embarrassés par les offres touristiques variées de la ville qui a les pieds dans l'eau, Limbé. Au Kenya, le taux d'électrification est passé de 41 à 75% entre 2016 et 2020. Cependant, le pays qui prévoyait d'atteindre l'accès universel à l'énergie en 2020 reste en retard sur ses prévisions. Au cours des 3 dernières années, le pays a réalisé seulement 54,4% des connexions prévues. Cette faible performance était due à des coupes budgétaires, à des retards dans le processus d'exemption de taxes et de mise à disposition des matériaux bloqués dans les ports, l'interdiction de l'exploration des ressources forestières, les litiges et le confinement dû à la COVID-19. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.